Bonjour à tous, je vous remercie d'être venus bien sûr, et puis surtout je tenais à remercier l'association de Chaigneux pour m'avoir invité pour présenter ces travaux qu'on réalise à la fac de médecine de Limoges. Alors les travaux que je vais vous présenter portent sur les biopsies liquides de demain, donc j'insiste sur quelque chose puisque Dominique Genet vient de préciser que j'allais présenter les biopsies liquides de façon générale. Ici, je vais présenter au début un petit peu ce que sont les biopsies liquides très rapidement, et ensuite je vais passer sur des biopsies liquides qui nous intéressent plus d'un point de vue de la recherche à ce niveau, qui sont des biopsies liquides particulières. On verra, on va pour ça analyser le contenu de microvésicules qui circulent dans le sang des patients. Donc on va en reparler tout de suite. Donc ces travaux ils sont réalisés à la faculté de médecine de Limoges dans une équipe qui est l'équipe homéostasie cellulaire et pathologie, donc qui est ici, et notamment dans le cadre d'une chaire qui est la chaire de pneumologie expérimentale, et en plus vous avez la grande chance d'avoir les deux co-directeurs de la chaire aujourd'hui présents, puisque le professeur François Vincent est ici présent également. Donc on co-dirige cette chaire à deux. On a également des jeunes chercheurs qui travaillent à l'heure actuelle sur ces approches. Donc les biopsies liquides, qu'est-ce que c'est? Alors je le poserai un petit peu aux biopsies solides si vous voulez, où dans la biopsie solide on va récupérer un fragment de tissu ou de la tumeur, et puis ce fragment va être analysé ensuite en général par des services qu'on appelle les services d'anatomopathologie, hein. C'est les pathologistes qui vont analyser ça, et ce qui va permettre d'établir un diagnostic préalable sur cette tumeur. Nous, ici, on va s'intéresser plutôt à des biopsies qui vont se faire non pas sur le solide, mais sur le liquide, c'est-à-dire sur le sang en règle générale. Et je parle bien ici de biopsies qui seront faites, donc de prélèvements qui vont être faits au niveau de tumeurs solides, c'est-à-dire on est axé sur des tumeurs solides et non pas sur des tumeurs liquides, des tumeurs du sang par exemple. On est vraiment sur des tumeurs solides. Et lorsqu'on va réaliser ces biopsies liquides, eh bien, on va pouvoir mettre en évidence, donc c'est ce qui est déjà fait à l'heure actuelle en clinique, hein, en oncologie, donc on va pouvoir mettre en évidence la présence de cellules tumorales circulantes, bien sûr, qui sont des cellules qui proviennent de la tumeur et qui circulent dans le sang des patients, mais on peut aussi mettre en évidence la présence, comme on le voit ici, d'ADN tumoral circulant. Alors l'ADN, c'est le matériel génétique qui est présent à l'intérieur des cellules tumorales, et puis ces cellules tumorales, à un moment donné, elles vont mourir, parce que certaines meurent, et puis elles vont libérer du matériel qui va partir dans la circulation. Donc on va pouvoir mettre en évidence à ce niveau, comme les cellules tumorales qui circulent dans le sang. Alors la particularité, c'est que les cellules tumorales circulantes, si je prends cet exemple en particulier, ici, ces cellules tumorales circulantes, elles sont très peu nombreuses dans le sang, bien évidemment. Il faut vous imaginer que pour 1 millilitre de sang, il y a à peu près entre 4 et 300 cellules tumorales circulantes. Donc il y a très peu de cellules tumorales circulantes dans le sang, donc c'est comme chercher en fait une aiguille dans une meule de foin, grosso modo, si on veut faire une analogie à ce niveau. Donc, quel est l'intérêt de ces biopsies liquides, de ces deux approches en tout cas? Eh bien, c'est bien sûr d'évaluer le risque de progression ou de récidive métastatique, puisque qui dit cellules tumorales circulantes dit qu'il y a déjà des cellules qui sont présentes dans le sang et qui sont susceptibles de donner naissance à des tumeurs secondaires, bien évidemment. C'est également de favoriser la surveillance et le suivi au niveau thérapeutique. On va pouvoir se servir de ces cellules tumorales circulantes pour savoir si la tumeur, le traitement qui a été appliqué à la tumeur a permis de faire baisser le niveau de ces cellules tumorales circulantes dans le sang, puisqu'on va pouvoir éventuellement les quantifier à partir d'approches, hein, je ne rentre pas dans le détail de la technique ici. Et puis, on peut également identifier sur ces cellules tumorales circulantes des cibles thérapeutiques qui vont permettre d'adapter les traitements, et éventuellement, ce qu'on appelle notamment dans certains cas des thérapies ciblées, hein, donc qui vont pouvoir être adaptées à ce niveau. Et on cherche aussi, bien évidemment, nous, à ce niveau aussi, à trouver des moyens par rapport à ces cellules tumorales circulantes, ou plus exactement les chercheurs qui travaillent dessus, à trouver des moyens pour contourner les mécanismes de résistance thérapeutique qui sont mis en place par la tumeur et qui permettent à la tumeur de se développer aux dépens d'un traitement particulier, par exemple un traitement cible. Et bien sûr, on peut également travailler sur ces cellules tumorales circulantes pour mieux comprendre le développement des métastases. Alors,
depuis quelques années, il y a une nouvelle forme de biopsie liquide qui est apparue et qui n'est plus une biopsie liquide par les cellules tumorales circulantes classiques. Comme je vous le disais, la difficulté, c'est qu'elles sont très peu nombreuses dans le sang des patients, donc ça va être difficile de les isoler, même s'il y a différentes technologies qui s'y prêtent aujourd'hui. Et en ce qui concerne l'ADN tumoral circulant, eh bien cet ADN tumoral circulant, il se trouve que souvent, quelquefois, eh bien cet ADN, il provient de cellules qui sont mortes, de cellules tumorales qui sont mortes, et cet ADN, souvent, il est fragmenté, il est en partie incomplet, et donc on va parfois avoir des problèmes par rapport à l'analyse de cet ADN tumoral circulant. Eh bien nous, à l'heure actuelle et depuis quelques années, à la fac de médecine, justement dans le cadre de la chaire de pneumologie expérimentale, avec le professeur Vincent, eh bien on s'intéresse à de nouvelles approches en biopsie liquide qui portent sur des microvésicules circulantes. Alors ces microvésicules qui sont présentées ici, et que j'appellerai par la suite exosomes, si vous voulez bien, eh bien ces microvésicules, en fait, elles sont présentes dans le sang de toutes les personnes qui sont présentes. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'a pas un cancer qu'on n'a pas des exosomes dans son sang. Toutes les cellules saines produisent des exosomes. Par contre, la particularité ici, pour nous, ça va être d'être capable de distinguer les exosomes sains des exosomes qui sont tumoraux, donc qui proviennent de la tumeur chez les patients. Et pour faire cette distinction, eh bien souvent, depuis dans la littérature, les gens ont appelé ces exosomes non plus exosomes quand ils proviennent de la tumeur, mais oncosomes en provenance de la tumeur. Donc, en fait, la particularité de ces exosomes, c'est qu'ils peuvent contenir des marqueurs tumoraux. Alors, ces marqueurs tumoraux, eh bien, ce sont des marqueurs spécifiques de la tumeur qui permettent de la reconnaître, un peu comme une carte d'identité, cette tumeur. Alors, on va voir maintenant, à présent, un petit peu plus précisément, ce que sont exactement ces exosomes. Donc, je vais vous présenter ces exosomes. Alors, ici, simplement, ces 4 phases pour rappeler le développement d'une cellule tumorale, très rapidement, donc avec une phase d'initiation, où il y a une transformation d'une cellule normale en une cellule cancéreuse, et puis ensuite, 2 autres phases qui sont une phase de promotion et de progression, au cours de laquelle, eh bien, comme vous le voyez, on a des phénomènes d'expansion clonale, une augmentation de la masse tumorale, et ces 2 phénomènes sont dus en particulier à l'augmentation, on va observer au cours de ces 2 phénomènes, une augmentation des besoins de la tumeur, bien évidemment, en nutriments, en oxygène. La tumeur, elle a besoin de s'alimenter pour se développer, c'est son moyen pour se développer. Et puis, bien sûr, à la suite de ces phases de promotion et de progression, eh bien, on retrouve des phases qui sont des phases où la tumeur atteint une masse critique, une taille critique, et où certaines cellules vont pouvoir disséminer et former des métastases. Donc, les phases qui nous intéressent plus particulièrement sont les phases de promotion et de progression. Pourquoi? Parce que effectivement, la tumeur a besoin de s'alimenter, mais pour pouvoir s'alimenter, au départ, cette tumeur, eh bien, il va falloir qu'elle puisse capter des nutriments dans son environnement. Donc ici, on a 2 stades. Un stade où la tumeur est de petite taille, donc on a une tumeur très réduite, de petite taille, qui est indépendante de son environnement. Elle n'a pas besoin de capter obligatoirement des nutriments en grande quantité. Donc comme vous le voyez, eh bien, elle n'a pas besoin de s'alimenter avec les gros vaisseaux ou les vaisseaux qui sont présents dans son environnement proche. Par contre, à un moment donné, cette tumeur, elle va se développer, elle va grossir, et à partir d'une taille critique, au-delà de quelques millimètres, eh bien, cette tumeur, elle va commencer à essayer de capter les vaisseaux, les capillaires qui sont présents dans son environnement proche. Ça va lui permettre ensuite de s'alimenter, d'avoir des nutriments pour pouvoir se développer, grossir. Et donc, bien évidemment, vous comprenez bien qu'il y a un challenge ici, puisqu'il faut essayer de comprendre comment cette tumeur va capter ces vaisseaux pour essayer ensuite de combattre cette tumeur et de l'empêcher de capter ces vaisseaux. Alors, vous connaissez bien sûr les thérapies anti-angiogéniques, puisque ça, c'est quelque chose qui est assez classique, qui permet de s'opposer à cette croissance vasculaire, cette angiogénèse tumorale, donc. Mais nous, ce qu'on va voir ici, c'est que cette tumeur, elle a plusieurs moyens pour capter ces vaisseaux. Alors, le premier de ces moyens, il est présenté ici. C'est un moyen de communication de la tumeur. Donc, ce moyen de communication de la tumeur, ici, eh bien, ça va lui permettre de communiquer avec les différentes cellules qui sont présentes dans son environnement. Donc, on retrouve cette tumeur ici, et puis si elle veut communiquer avec les cellules présentes dans son environnement, eh bien, elle va communiquer par l'intermédiaire de facteurs qui sont des facteurs qui vont être sécrétés par la cellule tumorale. Donc, ces facteurs, on va les voir apparaître ici. Donc, cette tumeur,
ici, va se mettre à sécréter des facteurs à ce niveau. Et les facteurs qui sont sécrétés, donc on en a quelques-uns ici, j'ai pris quelques facteurs de croissance sécrétés par la tumeur qui sont caractéristiques, et bien ces facteurs, ensuite, ils vont pouvoir aller agir sur des récepteurs. En fait, c'est comme un signal qui arrive, qui se fixe sur son antenne, sur son récepteur, et puis qui va activer soit la cellule tumorale, soit les cellules qui sont présentes dans le micro-environnement. Alors ici, l'exemple de cette cellule qui est activée ici, eh bien cette cellule, c'est une cellule qui constitue la paroi des vaisseaux, en fait. Donc, chaque fois que la tumeur va sécréter ces facteurs solubles, ils vont pouvoir se fixer à ce niveau, et activer des cellules qui vont construire la paroi des vaisseaux et favoriser la croissance vasculaire de manière à attirer les vaisseaux vers elle. Donc ça, c'est un principe de communication qui est très classique, qui se fait avec un facteur soluble et un récepteur, mais il existe d'autres modes de communication et qui mettent en jeu cette fois-ci les exosomes, dont je vous parlais précédemment et ce qui nous intéresse aujourd'hui en termes de biopsie liquide. Donc, ces moyens de communication sont les mêmes, c'est-à-dire que quand la tumeur va vouloir se développer, qu'elle atteint une taille critique, et bien cette tumeur, elle va sécréter des microvésicules dans son micro-environnement, et ces microvésicules vont pouvoir aller contacter des cellules au niveau des vaisseaux pour favoriser la croissance de ces vaisseaux. C'est donc un message qui est transmis, un peu comme une lettre qui est envoyée à ces cellules, et elles communiquent par cette lettre en leur disant « maintenant j'ai besoin de vous, il faut travailler pour moi », et elle va s'approprier de cette manière le micro-environnement qui est autour d'elle. Donc elle peut interagir avec de nombreux types cellulaires dans son micro-environnement, et on va voir que eh bien, ces exosomes, alors ici je vous les ai mis pour que vous ayez une idée concrète de ce que sont les exosomes. Il s'agit de microscopie électronique à balayage, ici, et vous voyez ici des exosomes qui sont sécrétés à la surface d'une cellule tumorale, en fait. Alors, le grossissement ici, pour vous donner un ordre d'idée, puisqu'on va le voir tout de suite derrière, un exosome, ça fait entre 30 et 100 nanomètres, donc 90-100 nanomètres. Donc vous avez l'échelle ici. Le grossissement ici est de 20 000 fois. Donc ça vous donne un ordre d'idée. Donc ici, comment vont fonctionner ces exosomes? Comment ces exosomes vont pouvoir communiquer avec les cellules présentes dans le micro-environnement? Et surtout, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau? Puisqu'on a vu qu'il y avait une communication qui pouvait se faire avec des récepteurs qui allaient être présents sur les cellules. Eh bien, je prends un exemple ici. Vous avez une cellule tumorale qui sécrète des exosomes. Et au moment où elle sécrète des exosomes, comme vous pouvez le voir, cette cellule tumorale, ici, j'ai représenté en bleu les mêmes récepteurs que vous avez vus précédemment. C'est-à-dire, je vous ai montré des récepteurs qui étaient sur les différentes cellules. Eh bien, cette cellule tumorale, ici, elle a arraché, elle a extrait de la membrane de cette cellule, ici, eh bien, l'exosome, en sortant de la cellule, a extrait, a arraché un récepteur qu'elle transporte à ce niveau. Et ce récepteur qui va être transporté, bien ensuite, elle va pouvoir l'acheminer jusqu'à une cellule cible. Donc cette cellule cible, c'est une cellule, comme je vous le montrais tout à l'heure, qui est présente dans son micro-environnement. Éventuellement, ça peut être une cellule endothéliale, ça peut être une autre cellule tumorale, ça peut être des cellules du système immunitaire, et elle va amener des récepteurs à sa surface. Alors, quel est l'intérêt d'amener des récepteurs à partir de la cellule tumorale d'origine vers des cellules cibles, éventuellement? Eh bien, ça va être de disséminer ces récepteurs pour pouvoir ensuite communiquer avec les cellules cibles. C'est-à-dire que ensuite, il va suffire que la cellule tumorale d'origine eh bien, sécrète des facteurs. On a parlé de facteurs solubles tout à l'heure. Elle sécrète ces facteurs. Ces facteurs, ils vont être sécrétés dans le micro-environnement. Ils vont aller se fixer sur les récepteurs présents sur les cellules cibles, et en se fixant sur les récepteurs présents sur les cellules cibles, ils vont pouvoir les activer. Alors dans certains cas, ça va activer les cellules cibles, s'il y a des cellules tumorales qui sont disséminées, ou s'il y a des cellules, on parlait de cellules endothéliales qui constituent la paroi des vaisseaux, ça va les activer, ça va permettre la croissance vasculaire. Dans d'autres cas, ça va pouvoir inhiber ces cellules cibles. Par exemple, dans le cadre du système immunitaire, il y aura des mécanismes qui vont être utilisés par les exosomes pour transférer du matériel et de cette manière bloquer l'activation des cellules cibles. C'est plus facile comme ça de bloquer des cellules du système immunitaire qui sont censées détruire la masse tumorale. D'accord ? Donc ça, c'est le mode de communication le plus classique. Et cet exosome, il est capable de communiquer de cette manière parce que justement, chaque fois qu'il va sortir de la cellule tumorale, eh bien, il va arracher une partie de la membrane de cette cellule tumorale pour la transférer à une cellule cible.
Cet exosome, il est présenté là, il est capable de transporter du matériel génétique. Donc on a parlé d'ADN au début, c'est l'exemple de l'ADN, hein, je ne rentre pas dans le détail, mais il est aussi capable de transporter du matériel protéique, soit à l'intérieur de sa cellule, de l'exosome, soit au niveau de la membrane de l'exosome pour le transférer aux cellules cibles. Alors, quelle est la fonction de ces exosomes? Eh bien, ces exosomes, ils agissent sur différents mécanismes tumoraux. C'est très varié, bien évidemment, très étendu, et au fur et à mesure que les recherches avancent, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de mécanismes dans lesquels les exosomes sont impliqués. Alors vous retrouvez les exosomes ici, qui va agir sur l'angiogénèse tumorale, j'en ai parlé précédemment, qui va favoriser la formation de niches prémétastatiques, et qui va de cette manière favoriser l'invasion et les métastases, bien évidemment, au niveau des cellules. Les exosomes vont intervenir également sur des cellules tumorales qui seraient disséminées sur la prolifération de ces cellules tumorales, et ils vont favoriser les mécanismes d'échappement thérapeutique, favorisant bien sûr tout ce qui est résistance thérapeutique à certains traitements dans certains cas. Donc ces exosomes, en fait, ils ont des fonctions très variées, et ces fonctions, la plupart du temps, eh bien, ils vont les réaliser en transférant des récepteurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors ces récepteurs-là, je leur ai donné un nom barbare parce que c'est leur nom, hein, ils s'appellent comme ça s'appellent des récepteurs à tyrosine kinase, qui vont permettre en fait, quelque part, de transférer l'agressivité de la tumeur. Donc, ces exosomes constituent une véritable carte d'identité de la tumeur, et il se trouve que ces exosomes, qui constituent une carte d'identité de la tumeur, ben, ils sont accessibles facilement, puisque à partir d'une biopsie liquide, on va pouvoir les récupérer et les analyser. Donc, ici, je viens à nos travaux propres. Ici, je vois que François sourit à ma gauche. Donc, je viens à nos travaux qui portent sur la caractérisation de nouveaux marqueurs du cancer bronchique dans les exosomes. Donc, cette caractérisation ici qui se fait au sein de la chaire de pneumologie expérimentale nous a permis, dans un premier temps, de mettre en évidence des nouveaux biomarqueurs potentiels du cancer bronchique. Donc, c'est ce qu'on va voir assez simplement et assez rapidement maintenant. Donc ici, un simple rappel sur le dépistage, le diagnostic et le traitement du cancer bronchique. Donc dans le cancer bronchique aujourd'hui, il n'y a pas de test de dépistage de ce type de cancer, bien sûr. Et je rappelais simplement que le diagnostic se fait à partir notamment des signes cliniques, mais aussi des imageries qui peuvent être réalisées ou des fibroscopies, on parlera par la suite d'endoscopie, mais qui vont être réalisées dans le cadre de ce cancer. Et puis bien sûr aujourd'hui, les traitements classiques, c'est chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie. Mais très souvent, malheureusement, en raison de cette absence de dépistage du cancer bronchique, eh bien, ce qui se passe, c'est que souvent, le cancer bronchique est pris à un stade tardif, qui est assez avancé, et donc ça va augmenter la difficulté de prise en charge de ce type de cancer. Alors, quel est l'objectif de nos travaux au sein de l'équipe? C'est d'utiliser les exosomes dont on vient de parler précédemment, qui sont impliqués dans cette communication et dans ce contrôle du micro-environnement pour la cellule tumorale, puisque la cellule tumorale va imposer sa loi à l'ensemble des cellules qui sont présentes dans le micro-environnement. Eh bien, ça va être d'identifier dans ces exosomes de nouveaux biomarqueurs, donc des marqueurs tumoraux, diagnostiques, bien sûr, pour permettre le dépistage et le suivi, éventuellement, mais aussi des marqueurs qui vont pouvoir avoir une valeur pronostique, c'est-à-dire avoir une valeur sur la réponse thérapeutique, éventuellement, à certains traitements, donc qui vont pouvoir accompagner ces traitements et savoir s'il y a une efficacité de ces traitements au cours de la prise en charge. Et bien sûr, ça permettra aussi, ces études sur les exosomes permettent aussi de mieux comprendre les mécanismes de résistance thérapeutique qui se mettent en place au sein des tumeurs. Alors, pour faire le plus simple possible, j'ai choisi un schéma qui résume un petit peu ce qu'on a fait au départ. On s'est interrogé sur la formation de ces exosomes. On savait que les exosomes étaient sécrétés par des cellules tumorales, mais on se posait une question. On observait que dans les exosomes, c'est ce qu'on va voir par la suite, il y a des récepteurs, comme je vous l'ai dit, qui sont présents et qui vont être transférés à d'autres cellules présentes dans le micro-environnement. Par contre, on se demandait comment, au sein de la cellule tumorale elle-même, les exosomes pouvaient se former et surtout pouvaient capter ces récepteurs. Et on a pu identifier, alors je vous l'ai mis en vert ici, vous la retrouvez partout, on a pu identifier une petite molécule, donc
je l'appellerai protéine si vous voulez bien, qui est présent à la surface des cellules tumorales et qui est la sortiline. On la retrouve ici, elle est marquée en vert. Et cette sortiline, en fait, c'est comme un corécepteur. Il va s'associer avec les récepteurs oncogéniques. J'ai présenté l'exemple d'un récepteur comme celui dont j'ai parlé tout à l'heure, le GFR ici. Il va s'associer avec ce récepteur. En fait, c'est comme un covoiturage, si vous voulez. On peut prendre cet exemple-là. L'association entre cette sortiline et puis un récepteur qui va avoir une utilité pour la cellule cancéreuse, eh bien cette association va permettre à la sortiline de diriger, comme avec un GPS, de diriger les exosomes vers la sortie. D'accord ? Donc les exosomes vont se former ici par invagination, c'est ce qu'on voit ici au niveau de la membrane cellulaire, en associant la sortiline à d'autres récepteurs oncogéniques, et ensuite ça va permettre le trafic de ces exosomes à l'intérieur de la cellule. C'est un peu comme s'il y avait une prise en charge avec un arrêt de bus ici, et puis la sortiline fait monter tout le monde, tous les récepteurs qui sont susceptibles d'être sécrétés par la cellule tumorale via les exosomes, et ensuite va les libérer à ce niveau. Donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une sécrétion de récepteurs avec la sortiline. Ça, on a pu le démontrer. Alors, je vous le montre simplement en couleur, hein, ça sera juste ça. Donc, vous voyez très bien ici que la sortiline, qui est marquée ici en vert, le GFR qui est marqué en rouge, et bien ici, on voit les couleurs, on arrive à distinguer, il y a du jaune, parce que le mélange du rouge et du vert, ça donne du jaune. Ça veut dire qu'en fait, les deux sont associés au niveau des exosomes à ce niveau. Ici, si je prends d'autres exosomes qui sont ici, eh bien je vois du vert et du rouge. La sortiline avec un autre récepteur oncogénique, le premier c'était le GFR, le deuxième ici c'est TrkB, c'est un récepteur sur lequel on travaille au sein du laboratoire, qui est aussi impliqué en oncogénèse. Eh bien, vous voyez du jaune parfaitement ici, il y a une association entre les deux. Donc en fait, la sortiline, elle s'associe aussi bien avec le GFR qu'avec TrkB. On a recherché d'autres récepteurs, mais c'est les principaux qu'on a retrouvés. Ce qui veut dire qu'en fait, on a été capable de démontrer qu'elle formait un complexe qui était trimérique, en fait, puisque vous avez TrkB, le GFR et la sortiline. TES, c'est ce qu'on appelle le complexe TES, qui circule dans la cellule et qui va se retrouver dans les exosomes. Et notamment, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite, par la suite, on va pouvoir voir que ce complexe TES, on peut le retrouver non pas uniquement dans les exosomes, mais bien dans les exosomes circulants lorsqu'il y a une tumeur qui est présente. Donc, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des modèles in vivo, puisqu'on travaille sur des modèles de souris. On greffe des tumeurs qui sont des tumeurs humaines sur ces souris, d'accord ? Et les tumeurs humaines qui sont greffées dessus, eh bien, ça provoque le développement d'une masse tumorale. Et cette masse tumorale, ben, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir prélever le sang de la souris et analyser le sang de cette souris, bien évidemment. Eh bien, si on greffe des cellules tumorales humaines de cancer bronchique qui expriment ici, alors, une molécule qui est couplée avec une molécule fluorescente, c'est-à-dire qu'elle devient verte. Quand on va mettre de la lumière, une certaine longueur d'onde de la lumière, eh bien, elle va devenir verte, ces cellules vont devenir vertes. Cette molécule ici, qui est marquée là, elle est spécifiquement présente dans la membrane des exosomes. Et bien, quand on va mettre cette tumeur qui est modifiée et qui exprime des exosomes qui seront colorés en vert, et bien ces exosomes colorés en vert, on peut les récupérer, et à ce moment-là, on sait que ces exosomes qui sont colorés en vert viennent spécifiquement de la masse tumorale. Et comme ils viennent de la masse tumorale, eh bien regardez, si on regarde à l'intérieur de ces exosomes, on retrouve TrkB, sortiline et EGFR, les trois partenaires qu'on a vus tout à l'heure qui sont associés ensemble. Et par contre, quand on prend des exosomes qui ne sont pas verts, mais qui sont présents dans le sang, on peut les isoler aussi. Quand on les prend et qu'on regarde à l'intérieur, eh bien, il n'y a plus sortiline, TrkB, EGFR. Ce qui veut dire que les exosomes qui proviennent de tissus sains n'expriment pas TrkB, EGFR et sortiline, et les exosomes qui proviennent d'un tissu tumoral, eh bien, eux expriment ce marqueur. Donc, bien évidemment, vous avez compris qu'on ne s'est pas arrêté là. Alors ici, on a montré que si on traitait la tumeur elle-même, quand elle est en place, avec des exosomes dans lesquels il y a une expression de ce complexe, donc de ces trois marqueurs ici, et bien à ce moment-là, ça provoque une augmentation de la taille de la tumeur, du volume tumoral. Si on traite par contre la tumeur avec des exosomes dans lesquels il n'y a pas de complexe TES, et bien à ce moment-là, il y a une diminution de la taille de la tumeur. Et bien évidemment, on a été plus loin, puisqu'on a
des prélèvements, on travaille aussi avec des patients, et à partir des prélèvements de sang chez ces patients, eh bien, on a pu, de cette manière, analyser la présence de ce complexe dans les exosomes provenant de patients. Alors ici, on a des sujets témoins, donc qui n'ont pas de cancer, bien évidemment, et ici, vous voyez les sujets qui présentent un cancer bronchique, eh bien, on constate ici la présence de, alors EGFR sortiline, donc c'est la sortiline qui est recherchée ici, c'est EGFR qui est recherché ici, c'est TrkB qui est recherché à ce niveau, et puis ici c'est un peu complexe, hein. C'est sortiline EGFR TrkB. C'est un peu complexe parce que c'est des, enfin, on le fait à deux, c'est des co-immunoprécipitations, donc je ne rentre pas dans le détail. Donc ici, on retrouve les trois marqueurs qui sont exprimés à ce niveau. Alors ce qui est plus intéressant, c'est de voir cette étude sur la variation des niveaux d'expression du complexe, hein, dans les exosomes présents dans le sang des patients. Donc ici, on a pris des patients qui ont des bronchopneumopathies chroniques obstructives, bien sûr, comme témoins en fait, puisqu'ils ne présentent pas de tumeur. Et puis ici, on a des stades 2 de cancer bronchique. Donc c'est des cancers bronchiques non à petites cellules, hein, qui sont présentés ici. C'est une forme de cancer du poumon. Des stades 3 et des stades 4. Et on constate immédiatement bien qu'on a une augmentation de l'expression du complexe TES dans les exosomes qui proviennent de la tumeur chez les patients en fonction du stade du cancer bronchique. Donc ça veut dire ici que potentiellement, eh bien, on a un biomarqueur qui peut être caractérisé à partir de biopsies liquides chez ces patients et qui permettrait éventuellement... Alors, je vous explique pourquoi on n'a pas de stade 1, parce que les stades 1, c'est des stades très précoces et qu'on a beaucoup de mal à avoir des stades très précoces. C'est pourquoi on est en train de s'associer avec des équipes étrangères pour pouvoir essayer d'avoir plus de stade 1, pour regarder si on est capable de le détecter dès le stade 1, ce qui serait une grande avancée en matière de diagnostic, de dépistage du cancer bronchique. Et je termine juste sur cette diapositive. On fait exactement la même chose, mais dans les gliomes également. Donc ce qui est réalisé dans les gliomes nous a permis de mettre en évidence donc, le récepteur que vous avez vu précédemment, qui est le récepteur TrkB. Et ça, c'est un autre récepteur identique, hein, qui capte des signaux également. Et si vous regardez ici, on a deux types de sujets. On a des sujets qui sont des sujets sains, bien sûr, contrôle toujours, et puis des sujets qui sont atteints d'une tumeur cérébrale au grade, entre guillemets, c'est-à-dire un grade très avancé, très agressif, qui est le glioblastome. Et chez ces patients qui ont un glioblastome, eh bien, on retrouve une expression de ce récepteur TrkB, qu'on ne retrouve pas, bien sûr, chez des sujets sains, et on va retrouver la même chose avec le récepteur P75NTR. Par contre, si on regarde une protéine classique, ben, on voit qu'elle est exprimée partout. Il n'y a pas d'expression spécifique dans un cas ou dans l'autre. C'est une protéine qui est classiquement exprimée dans les exosomes. On la retrouve partout puisque c'est une caractéristique des exosomes. Merci de votre attention.